Avant d'entrer dans le cœur du sujet, je souhaiterais revenir un court instant donc, sur la genèse de cette recherche. Lorsque j'ai débuté ma thèse, voici quelques années, j'ai très vite découvert que deux institutions jouaient un rôle de vaisseau amiral. Ça, c'est le terme qui est très cher à Michel Quétin. Donc, qui jouait un rôle de vaisseau amiral dans les politiques publiques photographiques. D'une part, la Bibliothèque nationale donc, pour les enrichissements, et d'autre part, une certaine documentation française. Je ne savais rien sur cette institution pour la diffusion nationale et transnationale. Qui plus est, c'est très vite, on s'aperçoit que ces deux entités eh bien, travaillaient ensemble, étaient tout à fait complémentaires. L'ampleur de la recherche était telle à l'époque qu'il fallait donc choisir. J'ai choisi dans un premier temps cette voie, la voie des enrichissements. J'ai fait ma thèse de doctorat donc, sur ces politiques d'enrichissement de la seconde moitié du XXe siècle. Et je me suis toujours promise de revenir un jour sur cette question donc, des politiques de diffusion. En 2014, j'ai abordé donc, cette documentation française dans un article qui était rédigé à l'occasion d'un colloque organisé par Martine Danser et Daniel Méot, qui était là donc, hier, sur les photographes et la commande industrielle autour des éditions Paul Martial. Et aujourd'hui, donc, j'ai devant vous, j'engage donc une recherche au long cours. Aussi, je suis au début, je suis comme Sandrine Bulat, je suis au début de cette recherche. Alors aussi, je vais surtout soulever beaucoup de questions, des pistes de réflexion, plutôt que de vous proposer une conclusion définitive. Et ce travail, je l'inscris dans un cadre de recherche beaucoup plus large qui me tient à cœur, qui est que j'ai intitulé le PIC, c'est-à-dire ce glissement tout à fait progressif de la propagande à l'information dite neutre jusqu'à la communication donc à l'heure actuelle. Alors comment caractériser cette documentation française? La documentation française est créée donc par décret le 19 octobre 1945 et c'est très important, se définit comme un centre national de documentation politique, administrative, économique et sociale. Sa mission première est de rassembler une documentation générale. Donc, elle s'écarte, si vous voulez, de toutes les photothèques donc spécialisées. Elle, véritablement, elle a une vocation donc encyclopédique. Donc, elle est chargée de rassembler une documentation générale, écrite et iconographique, sur les principaux problèmes d'actualité concernant la France et l'étranger, afin de la mettre à disposition, d'une part et en premier lieu, des pouvoirs publics comme aide à la réflexion et à la prise de décision administrative et politique. Ça résonne, mais c'est une idée, non? Ah, Madame de Noyelles. Prise de décision, donc, comme aide à la réflexion et à la prise de décision administrative et politique, et d'autre part, des enseignements de la presse et du public comme outil démocratique de compréhension du monde contemporain. Sa mission, on parle même de vocation, on parle de déontologie, on parle véritablement, c'est un projet tout à fait ambitieux du côté de la documentation donc, française, c'est d'éditer et de diffuser des documents d'information générale et, le mot est lancé, de vulgarisation. Et la photographie, effectivement, entre en plein dans le cœur de cet axe de vulgarisation. Son objectif, et c'est là que c'est très intéressant, c'est informer complètement, informer sans déformer. Je cite, « Service d'État, la documentation française ne doit ni refléter les intérêts particuliers ou corporatifs, ni être un instrument de propagande. Elle s'astreint à un effort constant d'impartialité et d'objectivité. » Première donc, série de questions. Cette neutralité de l'information est-elle possible? Quel est l'usage de la photographie donc, dans l'essor de la documentation, qui était alors considérée, et là je cite encore, comme discipline toute neuve dans l'administration au lendemain de la Seconde Guerre mondiale,
hein. Et surtout, pourquoi, ça c'était frappant, on a un besoin, mais viscéral, de documentation. Je cherchais à comprendre pourquoi vraiment ce besoin donc viscéral. En 1974, on compte simplement dans Paris et l'agglomération parisienne 174 donc photothèques publiques. Je ne parle pas des privés, simplement des... Non, 128 photothèques publiques. Pardonnez-moi. Alors, la question des sources. La collection de la documentation française, elle est éclatée, elle est disséminée entre plusieurs entités donc, publiques. Vous avez un fonds hein, ici aux Archives nationales que je n'ai pas encore consulté, hein, le fonds de la documentation française. Vous en avez une partie à la Bibliothèque nationale de France, parce que quand, par exemple, la documentation française donc, produisait des photographies, une fois que les photographies perdaient leur caractère d'actualité, elles étaient versées, et il y a quand même eu des lots assez conséquents, hein. Sur une dizaine d'années, par exemple, j'en ai recensé plus de 50 000. Hein. Et bien, quand elle perd donc ce caractère d'actualité, elle est versée au cabinet des estampes à l'époque, donc pour la conservation donc patrimoniale. Donc vous avez aussi des éléments de la documentation française à la Bibliothèque nationale de France, et surtout, vous avez les fonds qui sont conservés donc à l'ECPAD. L'ECPAD, eh bien, c'est l'agence d'image du ministère de la Défense au fort d'Ivry. Quand on parle des sources de la documentation française, il y a 4 fonds. Hein. Je vous les laisse lire. Il y a le fonds historique de la Seconde Guerre mondiale, je reviendrai brièvement. Il y a également l'Afrique noire francophone, 8000 clichés. Tout ça, c'est en ligne. Et puis, il y a surtout ces images de France. Hein, je commence à la fin. Images de France, 40 000 clichés donc de 1950 à 2002. Et les vues aériennes obliques sur 8 000 vues de 1959 à 2001. Et nous allons travailler sur ces 2 derniers fonds, images de la France et vues aériennes obliques. Alors, tout à l'heure, ça a été soulevé par François Watin. Effectivement, la période de la guerre est tout à fait une période fondatrice. Et bien, c'est tout à fait, dans le cadre de la documentation française, c'est tout à fait exact. Ce besoin viscéral de documentation est né déjà avant la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai qu'on a fait le constat, les résistances, la France qui résiste, a fait le constat que beaucoup de décisions malheureuses ont été prises faute de documentation donc tangible. Et lorsque la France qui résiste est à Londres, et lorsqu'elle est à Alger, elle a un besoin viscéral pour appuyer ses décisions, donc de collecter de la documentation. Et c'est la création de 2 services, hein, Jean-Louis Crémieux-Briac, qui va être donc à Londres, et Marcel Koch, qui est à Alger. Hein. Et ce sont donc notamment l'OFIC, hein, l'Office français de l'information cinématographique, pour aider la prise de ces décisions, et également diffuser donc des photographies, des documents, des écrits sur la France résistante. Hein. Donc on organise une documentation. Et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ce sont ces mêmes, si vous voulez, acteurs publics qui vont monter finalement ce qui va devenir la documentation française. Elle a eu plusieurs titres, hein, plusieurs dénominations. Je vous les laisse découvrir. Elle prend la documentation française donc assez tardivement en 1900, direction de la documentation française par un décret de 1976. Et avant, ce qui est intéressant, c'est direction des informations, direction de la documentation et de la diffusion. Ça, c'est très intéressant. Au lendemain de la Seconde Guerre, donc tous ces acteurs se réunissent et font ce qui va devenir donc cette documentation française. Et ce qui est très important, c'est qu'au départ, elle est rattachée au ministère de l'Information, et ils ne veulent pas être attachés au ministère de l'Information parce que justement, ils ne veulent pas être taxés de documentation de propagande. Et alors, à ce moment-là, ils sont rattachés à la présidence du Conseil, qui sont les services du Premier ministre à partir de la Ve République. Ça, c'est très important, effectivement, dans l'organigramme de ce rattachement au service du Premier ministre. Un décret du 30 décembre 1950 va fixer de manière donc durable les attributions précises de la documentation française. La diffusion fait partie intégrante des objectifs donc assignés à la direction sous forme d'édition, de publication
qui doit pouvoir atteindre un large public. Au départ, ce sont les pouvoirs publics, parce qu'il s'agit de reconstruire la France très vite. C'est le large public, très très vite. Ils étendent, donc ils ouvrent leur cible. La documentation française donc reçoit pour mission d'éditer des documents d'information générale, en particulier ceux que ni la presse ni l'édition privée n'ont coutume de publier, textes de constitution, rapports officiels, plans quinquennaux, discours d'hommes d'État, textes diplomatiques, etc. Parmi les acteurs, il faut souligner, vous avez ici, voilà, vous avez, ça c'est Jean-Louis Crémieux-Briac, Marcel Coq qui va devenir le premier directeur, qui va faire valoir ses droits à la retraite en 1969, et Jean-Louis Crémieux-Briac qui va reprendre la suite et qui va jusque dans les années au début des années 1980. Et finalement, à l'intérieur donc cette direction de l'information, cette direction puis de la documentation, de la diffusion, très vite on monte donc une photothèque. Un service donc iconographique, et ce sera tenu par des femmes. C'est avant tout une affaire de femmes. La première, c'est mademoiselle Meyerowitsch qui après se marie, et c'est madame Jacqueline Échard. Et la seconde, c'est cette personne avec laquelle je travaille, avec qui je vais encore travailler lundi, et c'est madame Geneviève Dieuzède avec un E qui n'a rien à voir, bien elles étaient de grandes amies avec Jacqueline Dieuzède, la femme de Yann, de Jean Dieuzède de Toulouse. Parmi les éditions, vous en avez plusieurs. Hein. Je ne vais pas les égrener toutes, mais notez surtout les cahiers français d'information. Hein. En 1995, ils ont 6500 titres, hein, quand même, la documentation française. Hein. C'est pour vous dire effectivement toute cette richesse d'édition. Mais pour nous, ce qui intéresse avant tout, c'est deux éditions. C'est la documentation française illustrée. Hein, cette documentation française illustrée, qui est une brochure documentaire d'environ 32 pages consacrée à un aspect de la vie nationale et comprenant donc de nombreuses photographies. Et la seconde, qui a son importance, c'est la documentation photographique, qui est une série bimensuelle comportant une synthèse des connaissances sur un sujet donné, un portfolio d'une quinzaine de documents graphiques, tableaux, statistiques. Nous sommes en pleine infographie, ce que l'on appelle l'infographie, dont des photographies en héliogravure. Hein, on a lu la communication de Marie-Ève ce matin, donc de la très belle qualité d'impression, et également des diapositives de cadre à 15. Alors, avant d'avancer dans cette vastitude, je vous propose finalement pour mener quand même une recherche, une analyse à peu près contrôlée, je vous propose donc de faire un développement autour de 3 axes. Hein. La documentation, la question de la documentation est cruciale. Deuxièmement, la question de l'organisation interne, et également la question de la coordination. Et la coordination, ça rejoint la problématique des relations donc publiques, des relations extérieures, qui rejoint également les questions de circulation. Ça, c'est très important. Donc, 3 axes, documentation, organisation, coordination, 2 auteurs, Jean Dieuzède, Alain Perceval, je n'ai pas fait exprès, mais ça s'articule totalement, et une pratique photographique, parce que je voulais articuler par rapport à l'intervention de Sandrine Bulat, qui sera la photographie aérienne. Voilà comment je vous propose donc d'avancer. Voilà un exemple, par exemple, de la documentation photographique. C'était destiné aussi avant tout aux enseignants, hein, au collège. Et effectivement, il fallait faire des outils pratiques qui circulent. Hein, c'était des planches, finalement, qui circulaient, qui pouvaient être accrochées, exposées, circuler, etc. Et tout. On rejoint finalement la pratique de l'estampe. Hein, également. Alors, ça, c'est un clin d'œil à Madame Rowe et François Vatin. Ça, ce sont des choses qui ont fait l'objet dans l'article. Hein. C'est quelque chose que je ne vais pas détailler. Ça, c'est donc sur la documentation française donc illustrée. Vous êtes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et c'est la France de reconstruction avec notamment l'industrie lourde. Hein. Et on rejoint finalement complètement les thématiques qui ont été développées pour Reynold Arnoux. Donc je passe
Je passe relativement rapidement. Et on revoit également ces planches qui rejoignent ce que Sandrine Bulat nous a montré à l'instant sur ces cathédrales industrielles, ces hauts fourneaux que vous avez mis en couleur. Et ça, c'est une photographie de Yann. Yann, c'était le nom de Jean Dieuze jusqu'à son accident où il a repris donc son vrai nom. C'était son pseudonyme et jusqu'à son accident au début des années 70. Voilà. Là, vous retrouvez effectivement des choses qu'on a déjà vues et qui sont donc inclus dans cette documentation donc, photographique ou documentation photographique française. Également, des éditions donc, thématiques. Et alors là c'est là qu'on voit qu'il n'y avait pas de souci de communication tel que... Parce que, vous voyez, aujourd'hui, mettre un titre en marquant « Problème de la France », ça ne passerait pas. Mais à l'époque, effectivement, cette neutralité de l'information passe également par s'emparer des questions sans les édulcorer, sans les idéaliser, sans les agencer, etc. On a des problèmes, on intitule « Problème de la France » et on résout. Ça a été toute une série qui est finalement tout à fait thématique avec ce type. Alors là, on n'est pas dans la vue aérienne, on est dans la vue, disons, surélevée. L'organisation. Voilà, ça c'est un point extrêmement important. C'est que concernant cette organisation, vous aviez essentiellement, ça existe toujours sous cette forme. Le meuble est conservé à l'ECPAD et vous avez toujours ces dossiers suspendus thématiques, charbonnage de France, gaz de France, industrie lourde, port du Havre, etc. Et tout, c'est exactement les mêmes. Et la Diathèque, c'est quasi la même chose, simplement c'est des dossiers suspendus. Donc vraiment, ce sont des fonds qui sont conservés dans leur jus. Et dans l'organisation, la documentation française avait une mission d'éditeur public et de diffuseur public. C'est-à-dire qu'on venait, on choisissait, et la documentation française était obligée de mettre à disposition, sous forme de tirage et autres, donc l'image qui était donc utilisée. Et tout ça était extrêmement bien organisé, orchestré, pourrait-on dire, et coordonné. La documentation française, puisque finalement c'était une centrale d'information, à la différence de toutes ces photothèques spécialisées, la documentation française, d'emblée, dès l'origine, s'attaque à la question des droits. S'attaque à la question des droits de manière extrêmement pointue pour l'époque. Je vous cite également quelques exemples de droits. Par exemple, concernant la loi de 1957, du 11 mars 1957, toute photographie doit porter lisiblement au verso pour un tirage sur papier, sur le cache pour une diapositive, donc 24-36, le nom de son auteur précédé de la formule « photo ». Si la photographie est totalement libre de droit d'utilisation ou de la formule « copyright by », généralement donc symbolisée par le C entouré, si le droit d'utilisation est restreint. Elle doit porter également et de façon explicite, si la photothèque a acheté pour cette photographie des droits d'utilisation, la mention précise des droits d'utilisation acquis, exemple, libre pour les utilisations de la documentation française, ça c'était la grande généralité. Lorsqu'ils achetaient un reportage qu'ils commandaient, lorsqu'ils achetaient une photographie, eh bien finalement, l'auteur cédait les droits pour des éditions publiques. Et généralement, c'est libre de droit également pour l'étranger. Ça, c'était leur rôle également de charger finalement cette gestion des droits qui empoisonne actuellement, parce que là, vraiment, qui empoisonne actuellement toutes les photothèques publiques. Alors, par exemple, si on prend l'exemple donc de la France contemporaine, les fonds noirs et blancs, soit des photographies comportent des photographies dont l'utilisation est interdite. Ces documents donc portent alors une étiquette reproduction interdite, sont consultés en photothèque mais ne sortent pas pour reproduction, le documentaliste renvoyant le client à l'auteur de la photographie. Ça, c'était valable aussi au cabinet des estampes. Ces documents étaient versés en photothèque par le service d'édition de la documentation photographique. Soit des photographies libres de droit d'utilisation, cette mention est portée sur la photographie. Ce sont généralement des photographies illustrant la vie économique en France, données par les services de relations publiques.
des principales sociétés et entreprises françaises. Et là, on découvre tout d'un coup ce point de coordination. C'est vrai que c'est très important. Cette documentation française, finalement, coordonnait donc l'ensemble des productions iconographiques donc, des administrations publiques et privées. Il n'y avait pas de frontières. Il n'y avait pas de frontières. Et collectait autant dans le privé que dans le public. Hein. Il y avait ce point de jonction. Et soit il y avait des photographies donc achetées pour la photothèque pour un type d'utilisation défini, et les photographies portaient alors un tampon très explicite sur l'étendue des droits acquis. Actuellement, la photothèque acquiert généralement des droits pour les utilisations officielles France et étrangers. Et ce souci du droit d'auteur, il l'avait également dans l'écrit. Hein. Une des façons finalement de vous voyez, tout à l'heure, Madame de Noyelles nous montrait des écrits, des documents, c'était pas signé. C'était pas signé. Et la documentation française donc prend l'exact contre-pied pour l'écrit en citant ses sources, c'est-à-dire une démarche scientifique, et également pour les photographies. Hein. On est calqué et véritablement sur les règles les règles de l'écrit. Hein, finalement, l'iconographie a bénéficié effectivement de ces règles pour l'écrit. Et également, dans cette consultation, vous aviez chaque photographie, et au dos de chaque photographie, vous allez voir, vous avez des notices descriptives extrêmement détaillées. Et tout ce travail d'enrichissement documentaire, qui est également un enjeu à l'heure actuelle, était effectivement solutionné très en amont à la documentation française. Alors, je vous laisse regarder très tranquillement. Voilà. Je ne vous les lis pas. Hein. Au dos, vous avez généralement toute la vie. On affectionne généralement les historiens de l'art, enfin les historiens de la photographie. Finalement, on ne devrait pas le dire, mais on retourne souvent la photo. Et c'est toi qui avais présenté, c'était à la Bibliothèque nationale de France. C'était sur les photographies humanistes. Et tu avais fait finalement, tu avais présenté le dos de la photographie. Voilà. Donc, je vous laisse. Et là, on retrouve quelque chose qui vous était familier maintenant. Hein, et on a justement ces vues aériennes. Alors, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, par la suite, ce sont les grandes réalisations de la France. Hein. On est en pleine reconstruction et après ça évolue, mais c'est toujours les grandes réalisations. Et on évolue avec la politique des plans, tout d'abord des questions industrielles et ensuite on évolue sur les questions sociales, urbanistiques et autres. On a comme ça, et finalement c'est les plans quinquennaux de Jean Monnet qui nous renseignent le mieux sur cette évolution. Ici, donc, une photographie de Total. Hein. C'est pour vous montrer bien la diversité des origines. La diversité des origines. C'est ça qui fait la spécificité et finalement le grand intérêt de cette documentation française. Vous avez Baranger. On retrouve également des grands auteurs. Aux côtés des Douaneau, des Jahan, des Willy Ronis, etc. et autres qui n'ont pas pratiqué la photographie aérienne, vous retrouvez effectivement un certain nombre d'auteurs qui demanderaient beaucoup de recherche. Le port autonome donc, du Havre, avec... voilà. Vous avez ici ce fameux Alain Perceval. Et ce fameux Alain Perceval, il existe. Je l'ai eu au téléphone. Et il est extrêmement... je regarde Sandrine là parce que c'est vraiment quelqu'un à aller voir, puisque effectivement, il a eu un rôle... dans les manuels scolaires. Il adorait effectivement produire pour les manuels scolaires. Et notamment, ça a été un des rares qui s'était invité dans les réunions d'enseignants. On a des réunions qui sont difficilement pénétrables, apparemment. On est des sectes, parce qu'Alain Perceval, effectivement, a fait des pieds et des mains pour entrer et travailler, en fait, finalement, en collaboration avec ses enseignants. Voilà, je vous montre cette diversité. Ça, c'est Ayo. Ayo, c'est donc ça rejoint effectivement des images qui auraient... ça, c'est le ministère de l'équipement et du logement. Et ça, c'est... je me tourne vers Raphaël Berthaud, puisque ça, c'est son cœur
C'est aussi son cœur de recherche. Ça, c'est très intéressant, c'est les vues aériennes obliques. 1969, effectivement, la documentation française initie des reportages aériens, alors qui sont évolutifs, d'abord sur Paris, le Paris monumental. Hein. On commence toujours quand même par la capitale, le Paris monumental, et finalement après on va élargir sur la banlieue. Alors ces reportages aériens en vue oblique. Hein. C'est pas à la verticale, hein, c'est pas l'hygiène, c'est vraiment en oblique, qui me permet finalement de beaucoup mieux mesurer l'élévation et le plan et les plans. Hein, cette construction donc en juxtaposition de plans. Alors ces reportages aériens, je vous lis simplement les trois premiers, 69, 70, 71. Hein. La première mission, donc, c'est août 1969, le Paris monumental. La deuxième mission, c'est en 1970. Et la troisième, c'est en 1971. Et ce qui est très important, finalement, ce sont le chapitre sur les limites d'exploitation. Il a été convenu avec le ministère des Armées et de la préfecture de police que les photographies aériennes seraient utilisées par les services publics dans les limites d'exploitation suivantes. Les photographies aériennes sur Paris, libres de droit. Pour toute utilisation par les services publics, sauf en cas de vente des photographies dans un but commercial. Pour toute entreprise revêtant un caractère d'intérêt national. Par intérêt national, ça c'est intéressant, il faut entendre utilisation pour des livres de prestige sur la France, exposition aux films documentaires sur la France ou des éditions scolaires. Cette limite d'exploitation est valable pour toutes les photographies donc, concernant Paris 69, Paris 1970, et il rajoute, afin de ne pas concurrencer les photographes aériens professionnels. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, sur lequel ils étaient extrêmement vigilants. Donc, on va se promener dans ce Paris aérien. Là, effectivement, la Bourse du Commerce, c'est donc ce grand chantier, l'opération des Halles. Hein. Vous êtes en 1975 et c'est encore un autre auteur, Hamel, sur lequel il faudrait effectivement travailler. Vous avez également, donc juillet 1975, cette opération sur les Halles. On pourrait penser à de l'hyperphotographie à l'heure actuelle. Hein. On pourrait très faire cette juxtaposition. Alors, là, j'ai mis les deux avec incertitude parce qu'il y en a à gauche, c'est en basse définition et à droite, c'est normalement en meilleure définition. Donc, je ne vois rien, mais c'est à vous c'est la même, mais avec des numérisations très différentes. Ici, regardez, 75, c'est le département. 75, année de prise de vue. 75 départements, juillet, après le numéro 6, et là, ça signifie tel ou tel support. Hein. À l'heure actuelle, vous pouvez les consulter. Voilà, c'est sous forme de classeur, avec cette petite vignette collée de type agence, hein, comme dans les agences, très détaillée, et derrière, donc, la vie. Ça, c'est donc à l'ECPAD, actuellement, donc, au fort d'Ivry-sur-Seine. Ici, donc, vous avez toujours ce quartier des Halles, avec au fond donc, ce chantier. Et surtout, ce qui est très important, c'est dans la notice, la légende, c'est très descriptif. C'est pas interprétatif, descriptif. Premier plan, telle chose, deuxième plan, telle chose, troisième plan, telle chose, en haut à gauche, au fond à gauche, etc. Et tout. Uniquement très descriptif. Hein. Rien de plus. Ici, donc, toujours ce quartier des Halles, où vous avez les Halles de Baltard. Et là, vous êtes avec Michel Brigaud. Alors là, c'est vraiment inconnu. Et ça, c'est quelqu'un qu'il faut absolument redécouvrir. Je vais vous éloigner un petit peu, puisque nous sommes dans le 93. Donc, je commence par la basilique, parce que tout ça, c'est toujours très rassurant, c'est les monuments. Hein, on commence toujours par là. Et ensuite, on plonge, voilà. On plonge vraiment dans ce 93. Il faut savoir que sur les hectares d'origine, on est déjà à la fin.
Eh bien, ça passe vite. Eh bien, dans les hectares d'origine, on peut véritablement se promener. Ceci, eh ben, actuellement, c'est la Cité du cinéma, hein, avec l'École nationale supérieure Louis Lumière, que vous avez ici, 93, qui était une ancienne centrale électrique. Et ensuite, vous avez aussi, comme grande thématique, les grands ensembles, hein, notamment donc, Pantin, la cité... voilà. Et ça, ce sont des travaux qui sont reconduits comme ça d'année en année jusqu'en 2001. Maintenant, c'est arrêté. C'est tout à fait arrêté. Les infrastructures, les grands travaux, le stade. Alors ça, c'est le stade à Saint-Denis, mais ce n'est pas celui qu'on connaît. Autoroute, route, hein, tout bien évidemment. Ça, c'est l'échangeur de Bagnolet. Voilà. Et donc, toujours reconstruit de manière extrêmement régulière. Et vous avez une évolution tout à fait du visage urbain. La documentation française travaillait beaucoup avec des grandes institutions de type CNRS, l'INSEE et autres, également le Commissariat général au tourisme, dont le fonds est conservé ici aux archives nationales dans le département de Solange-Bidou. Et là, on rejoint complètement le pittoresque, hein, pour bien vous montrer que tout ça, ça a des liens, mais finalement, ça a des objectifs et des finalités tout à fait différentes. Les liens étaient extrêmement étroits avec le ministère de l'Éducation, notamment avec le Centre national de la documentation pédagogique. Hein, voilà. Et vous avez par exemple dans un des numéros, et là on rejoint la communication de Sandrine Bulat. Hein, je ne vais pas développer parce que là véritablement ça a été tout à fait développé auparavant, avec des systèmes de cartographie et également des exercices, hein, pour les scolaires, des exercices à effectuer, repérer sur telle image, telle chose, telle chose, telle chose. Hein. Voilà. Ça, c'est je crois, l'API. Je ne vois pas du tout, mais ça, c'est l'API. Ça, c'est sur la pollution à Paris. Vous êtes en 1960. Là, c'était quand même assez... voilà. Et l'ensemble sidérurgique de Dunkerque, toujours dans cette vocation donc pédagogique, voilà, avec des tas de jeux de repérage purement descriptif. En lien également avec le commissariat général au plan, cette politique de planification, donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le quatrième plan, on retrouve tout à fait les mêmes thématiques. Et généralement, c'est les brochures donc, du quatrième plan sont éditées par la documentation française, sont illustrées par la documentation française. Donc forcément, vous retrouvez ces mêmes thématiques, grands ensembles, donc les circuits autoroutiers. Donc ça, c'est le cinquième plan. Voilà, on retrouve un peu cette image, hein, qu'a soulignée donc Sandrine Bulat. Voilà, vous êtes toujours dans ces vues Jean Duru, que je ne connais pas, toujours Alain Perceval. Hein, et le sixième plan, finalement, qui est ma date d'arrêt. J'ai arrêté en 1975 parce que, effectivement, le sixième plan s'arrête en 1975. Et également, en 1976, vous rentrez dans une nouvelle ère avec la documentation française. C'est l'ère de l'informatisation, l'automatisation de la documentation. Et là, véritablement, on ouvre un nouveau... un nouveau chapitre. L'équipement technique de la France, je passe très vite. Ça, l'équipement technique de la France, ça c'est le regard de l'ingénieur. Et on pourrait très bien rapprocher des Béchers. Et l'équipement technique de la France, je vous laisse lire très rapidement. Effectivement, présidence du Conseil, ministère de l'Éducation, ministère de l'Agriculture, c'est-à-dire toute cette coordination entre ministériel et également avec le privé. Vous avez également les grands barrages, hein, mais il y en a, ça c'est quelque chose. Mais ça, alors, il aurait fallu lire, si vous voulez, des notices. Tout ça, c'est articulé avec des notices. Et les notices sont extrêmement détaillées, enrichies de chiffres, de données. Vous savez tout sur le cracking, par exemple, hein, comment procéder à un cracking de tel type, etc. et autres. Hein. Donc c'est vraiment un regard, et finalement, des récits et des lectures d'ingénieurs. Présence de la France, autre vous retrouvez tout à fait ces mêmes thématiques, coordonnées aussi par la documentation française, hein, avec très très souvent ces centres de pilotage, hein, parce que pour montrer une France moderne. Et là, je finis finalement par un ouvrage qui est La France d'Artaud.
Alors là, on est dans l'édition tout à fait classique, entre guillemets. On n'est pas dans l'édition donc d'un service public. Et on retrouve finalement les mêmes types de photographies, alors que vous êtes dans de l'édition. Alors là, vous avez donc également, il aurait fallu avoir des extraits, mais tout ça, ça va être publié, je vous rassure. Là, vous avez donc des écrits extrêmement lyriques de François Cali, et ça rejoint finalement le ton que vous avez, les extraits avec le ton que vous avez diffusé complètement. Puis en même temps, vous êtes chez Artaud sur la France, et bien vous avez des notices. Vous avez des notices, triangle de Rocancourt, le triangle de Rocancourt, vous le passez très très facilement, il n'y aura jamais de bouchon, tout a été étudié pour vous passer dessus, dessous, etc. Et tout. Donc la France de François Cali, 1971, c'est très intéressant parce que finalement, il concilie les deux. À la fois le discours, donc il dirait, retrouve les cartes, tout ça, ça c'est Forbach dans la Moselle. Permettez-moi quand même de prendre le temps de conclure en 3 temps. Premier temps, la librairie, le centre de documentation le centre de documentation donc, de la documentation française, c'est terminé. Ne le cherchez pas, c'est fini, c'est fermé. La dernière, ça a fermé le 21 décembre 2017. Donc, il faut aller maintenant à l'ECPAD. Deuxièmement, il y a un point toujours qui m'intéresse beaucoup, c'est la frontière effectivement entre la production de ces photothèques dites administratives et les commandes publiques de type de la Datar ou autre, c'est-à-dire dans un objectif artistique. Et moi, très sincèrement, cette frontière est tout à fait ténue, parce que là, j'ai passé très très vite, mais je pourrais très très bien vous sortir donc des photographies. Si je ne vous les contextualise pas, vous dites, bon, bah, ce sont des œuvres. Ce sont des œuvres. C'est simplement l'importance donc du contexte de production et surtout de ces usages, de ce paysage, de ces construits nationaux. Et surtout, troisième point, finalement, si j'étais une historienne du temps présent, je dirais, bon, bah, comment qualifier finalement ce visage de la France à l'heure actuelle, avec tous ces ministères, ces établissements. Et je trouve qu'aujourd'hui, autant on avait une cohésion donc visuelle dans cette partie de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'au milieu des années 90. C'est dans les milieux des années 90 que tout ça s'est fracturé. Autant aujourd'hui, moi, pour l'instant, j'ai une cacophonie visuelle. Je parle de cacophonie visuelle. Et donc, dans la question de la communication d'État, je me dis, finalement, c'est peut-être pas des questions de production, mais c'est des questions de coordination. Et c'est la cohésion, la coordination, l'agglomération, le fait de fédérer, d'organiser de manière finalement tout cet ensemble de documentation produite à des niveaux plus ou moins individuels, privés et publics. C'est cette force de rassemblement qui crée finalement une cohésion et qui crée une communication d'État. Un grand merci. Je solde et je finis donc cette deuxième journée de colloque. Merci de votre écoute. Merci beaucoup.